Alors moi j'ai plein de choses à dire sur Rebel Moon et sur qui est Snyder, sur la capacité de Snyder de nous fournir des bons films. Pour moi le film il est raté dès les 5 premières minutes, c'est-à-dire dès la scène entre l'asiatique et l'allemande, excusez-moi, où est dévoilé le plan du méchant, tu vois, à travers l'hologramme. Donc ça fait qu'il y aura, on le sait à partir de cette scène-là, il n'y aura aucun suspense, aucun mystère et presque, j'ai envie de dire, aucun enjeu dans ce film. Parce que, à partir de ce moment-là, si vous voulez, le héros qui enfin, je c'est tellement mal écrit, je comprends rien. Le Chinois qui se fait passer pour, un méchant, mais qui en fait n'est pas méchant, va prévenir tous les autres, fermiers et Au cetera qui moins, vont pouvoir se préparer, au moins les méchants, ils ont cramé qu'il était traître. non mais OK, mais très tard. Mais, ils vont pouvoir se préparer tranquillement et on sait que dans 5 jours, c'est l'apocalypse, c'est la fin, ils vont s'affronter et cetera. Donc oui. Et voilà ce qui se passe, donc il y a aucun enjeu. C'est-à-dire que dès les 5 premières minutes, on sait qu'il faut attendre 5 jours, on sait qu'on va avoir un build-up de merde pendant 5 jours, on va les regarder, on va suivre des fermiers, moi je connais pas les pratiques de ferme, j'en sais rien, le maïs, tout ça là, C'est ça. labourer, et cetera. Non mais bel hommage, OK, mais il y a aucun réalisme là-dedans, c'est pas ça, c'est pas tout beau en fait. Mais après voilà, ça, c'est le style de Snyder, ça me dérange pas dans un sens, tu vois? Certaines scènes sont bien exécutées, mais le problème c'est que, en fait, ce qui va pas dans sa première heure, c'est l'ensemble. Tu peux pas proposer une heure où tu as des persos qui ne se parlent jamais, qui se regardent seulement avec une musique de merde. Bon OK, la musique, c'est un avis personnel, mais ça fait cheap à ce moment-là, je suis désolé. Qui, boit de l'eau et sur une musique, de publicité ou sur une musique, je sais pas, de norvégienne, christique, religieuse ou, épique, j'en sais rien, mais ça n'a aucun sens. Des personnages qui boivent de l'eau sur une musique épique. Enfin, il y a rien qui n'a plus aucun sens et on a des personnages sous-développés. Enfin, c'est un peu le souci qu'avait entre guillemets «Justice League» dans le sens où, là c'est pas que tant ce qui n'était pas développé sur plutôt dans la version de Joss Whedon. Dans la sienne, ils étaient surtout inintéressants et mal joués ou alors, mal écrits globalement, notamment The Flash qui avait des sketchs assez, qui frôlaient le ridicule quand même, faut le dire, notamment ses scènes, hein, faut s'en souvenir, il était bien meilleur dans son propre film. Ce qu'on peut, dire, c'est que oui, il n'a aucune capacité d'écriture, là, c'est clair et net, c'est évident. Après, est-ce que c'était ce qu'il voulait faire dans Rebel Moon? Peut-être pas, mais globalement, on passe quand même 1 heure, chez les fermiers. Donc s'il le voulait ou non, le film aurait dû durer 1 h 30 en fait. C'est simple, à partir du moment où tu veux faire un film qui ne se base que sur l'action, tu le fais durer 1 h 30, pas plus. Il y a plein de films qui durent qu'1 h 30. Il y a Les 4 Fantastiques 2, c'est un film assez mauvais pour ce qui est de l'histoire et du fond, enfin il y a pas vraiment de fond. Il dure 1 h 30, il se prend pas la tête, il est sympa, les persos sont en plus développés, on développe plein d'aspects, c'est très bien chorégraphié, c'est bien monté. Et là, ce qui va pas chez Snyder, ça c'est global, il ne sait pas chorégraphier globalement un film et chorégraphier une scène. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que dans une scène, il y a forcément un build-up. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Il faut qu'il y ait une conclusion satisfaisante à chaque scène et il ne sait pas faire ça. C'est-à-dire que la scène où ils vont tous se présenter un à un, il n'y a aucune transition entre représentations. C'est-à-dire qu'il y a un plan où l'autre elle a fini de se présenter, puis là dans le plan d'à côté, ou alors à côté d'elle, assis à côté d'elle, parce qu'ils ont quand même bien fait ça, ils les ont mis un par un dans l'ordre de présentation à côté, donc ça fait que la caméra, elle fait la transition automatiquement. Enfin, c'est ridicule, c'est d'un ridicule d'écriture. Et du coup, on arrive au passage où c'est l'acteur de Outing of Hill House là. Je sais pas si un jour je m'intéresserai à son nom. Vous savez de qui je parle. On vient à dire: «Bon, bah, vous vous êtes présenté, c'est très bien, on va pouvoir, travailler là», parce qu'après il commence à bosser, je crois, ou je sais plus, je comprends plus le film, mais genre après ils vont commencer la guerre va commencer quoi, c'est ça, on arrive à l'heure de film. Ouais, Enfin, c'est d'un ridicule quoi. Bah, très bien, vous vous êtes présenté, enfin, ça n'est absolument pas naturel, c'est mal joué, c'est mal écrit, ça n'a pas lieu d'être dans un film. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, ce que je peux vous relever, le jeu d'acteur est très mauvais. Voilà, le fait qu'il y ait aucun mystère, aucun climax, aucun enjeu global, c'est que, oui, on utilise entre guillemets «le combat» dès les 5 premières minutes, donc ça fait qu'on sait qu'on va devoir attendre le combat pendant 1 heure, parce que le film dure 2 heures, donc on sait très bien qu'un climax, ça dure pas 1 heure et demie, et là, en l'occurrence, il dure pas non plus 1 heure, il dure un peu moins. Sans que le générique de fin est plutôt long pour je ne sais quelle raison. Peut-être, les boîtes d'effets spéciales ou les différents noms de caméra de
Ouais, non, mais il y a pas que ça quand même, hein. Non, même quand les doublages, c'est pas si long. Là, je pense que c'est vraiment, pour les focales, japonaises, j'ai un mépris tellement. J'en sais rien. Enfin, c'est réellement un nanar, hein, tout est mauvais, les scènes sont mal enchaînées. C'est ce que je disais surtout sur la première heure. Il y a des choses qui frôlent tout le temps le ridicule avec, les fermiers qui font qui mangent. Il y a des scènes où ils mangent, mais ils se parlent pas. Ils font la fête, mais ils se parlent pas. Donc il y a pas de scène de build-up, c'est-à-dire qu'il y a pas d'humour. Il y a Nolan qui fait des personnages entre guillemets froids, ou même on parlait de Civil War qui avait des personnages entre guillemets froids. Ont toujours ces petits moments humoristiques, ont peut-être moins Civil War, mais surtout les films de Nolan, ces moments humoristiques qui créent l'attachement au personnage et l'émotion. Donc voilà, c'est ça, la chorégraphie de scène, Snyder n'a jamais été en mesure de vraiment le faire, si ce n'est dans la scène de Batman contre Superman, où Batman et Superman s'affrontent, qui est excellente en termes de build-up. On l'attend, elle se fait tranquillement, puis elle monte en puissance, et puis il y a une conclusion qui est satisfaisante pour certains, pas pour d'autres, hein, vous vous rappelez bien du Martha. Ensuite, voilà, moi c'est ce que j'avais dit, c'est que à partir de ce moment, je savais que la deuxième heure allait être chiante à souhait parce que j'ai vu son niveau de scène d'action. Et je sais plus s'il y avait des scènes d'action sur la première heure, non? Des scènes d'entraînement, des trucs comme ça, Ouais, hein. c'est l'entraînement. J'avais vu que c'était mal fait, donc j'ai pas trop Ouais, ça, senti le truc. J'ai eu raison. Il y a des choses qui clochent dans sa DA. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Bah, c'est tout ce que tu as dit en fait, c'est que ça peut en diviser certains. Oui, il y a peut-être des vaisseaux qui font un peu, qui sortent un peu trop du lot, notamment la dichotomie effet spécial puis terre ferme des fermiers, qui est évidemment à l'opposé, aux antipodes de la technologie des effets spéciaux des vaisseaux. Il a tout perdu dans sa réalisation, de langue enfantin, jeu moyen. La reprise de Genki XL, bon, je disais que Genki XL, la musique était pour moi mauvaise parce qu'on elle ne ressort pas du truc. C'est une musique qui accompagne, un petit peu comme celle de Oppenheimer, elle ne ressort pas tant que ça. Et la musique d'Oppenheimer est assez bonne quand on regarde le film, on est entraîné, on est bien avec le film, on se plaît bien, on est chill si vous voulez. C'est de toute façon c'est ce qui a fait marcher Oppenheimer, c'est un film qui nous met bien, parce qu'il y a une bonne ambiance. Mais derrière, c'est pas une musique que je vais forcément réécouter parce que, à part un thème qui est, voilà, qui est ignoré de musique, je trouve que c'est très répétitif, que c'est assez mauvais, qu'il y a peu d'inspiration, il y a beaucoup de boucles, ça n'arrête pas. C'est norvégien, enfin, il y a peu de mélodies, ça varie pas. Bon, là, c'est pas la même chose, c'est Junkie XL, mais ça reste tout autant emmerdant. De manière, ce truc bien qu'il avait fait, comme j'ai dit, c'est Wonder Woman, mais Wonder Woman, encore une fois, c'est pas du génie, hein. C'est un truc qui se répète au bout de 10 secondes. Enfin, 5 secondes, 10 secondes, je suis encore gentil, 10 secondes, c'est en général pas mal. Donc c'est trop peu de mélodie pour faire quelque chose de vraiment génial ou de vraiment marquant. Le thème d'Avengers, c'est beaucoup plus de 10 secondes la mélodie qui se répète. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. C'est un peu de musique comme ça. Le son sauve le film, les ralentis quand il y en a un peu, mais comme il y en a moins que dans le premier, ben, je dirais que je préfère le premier film. Voilà, tout simplement, j'ai passé un meilleur moment dans le premier film parce que je trouve qu'on s'emmerde moins, malgré le fait qu'il soit plus long. On s'emmerde moins sur le premier film, parce qu'il y avait des scènes qui étaient à minima réussies. Tu vois, c'est vraiment là que je pointe le trait sur la chorégraphie des scènes qui sont complètement ratées dans celui-là. Dans le premier, il y avait des scènes à minima réussies, comme la scène du griffon, qui avait un build-up, qui avait sa fin, entre guillemets, satisfaisante pour certains, pas pour moi, parce qu'il y avait des effets spéciaux douteux et une exécution douteuse. En fait, ça m'a rappelé un peu la scène de Wonder Woman quand elle vole, tu vois. Dans Wonder Woman 2, hein, la scène affreuse. Surtout que on te fait le build-up avec le Griffon, tout ça pour que le Griffon il parte pas avec eux, toi. Tu vois. Moi, je pensais que le Griffon, avec tout le build-up qu'ils nous ont fait avec, je pensais il allait y avoir au moins un putain de Griffon Oui, dans le un combat final. combat, un truc, Un hein. combat où le gars il allait chevaucher un Griffon et tabasser des vaisseaux, tu vois. Bon, il y avait la séquence de l'araignée aussi qui rajoutait un peu d'alien, puisque ça manque quand même un peu trop d'aliens dans cet univers, ou sinon ça ressemble à des orques un peu moches du Seigneur des Anneaux. Mais comme je dis, mon problème, c'était vraiment les séquences d'exposition. T'as vraiment à chaque fois, dans les deux films, à chaque fois, c'est Sofia Boutella qui fait un petit feu de camp, qui dort sur son lit avec l'autre fermier, qui lui fait. Vous voyez, il n'y a pas Et le, d'écriture, et en le fait. fermier lui pose une question, et elle lui fait oui, je suis le père de machin, et là, boum, flashback qui récapitule tout ce qu'il Il a. n'y À a chaque pas fois, de c'est ça. build-up, c'est Il y a ça. pas de. Tu peux pas faire. Est-ce que tu peux pas juste faire commencer ton film par les 20 premières minutes de Man of Steel, où tu as toute l'origin story du personnage. Comme ça, elle a Non, mais pas il le. était Comme beaucoup ça, plus encadré comme ça, avant. elle a pas à le raconter intradiégétiquement dans le film au personnage. Parce que ça fait juste, ok, scénario, exposition, je dois raconter mon histoire. Et ça, elle le refait dans le film là pour dire, ouais, j'ai tué le roi comme ça. Et tous les autres le font ensuite parce qu'ils ont tellement pas réussi à faire un montage où on pouvait développer chacun de ces personnages-là dans un montage unifié, etc., ou intéressant, ou thématique, qui se sont dit, bah, on fait une scène où chacun donne son origin story, en fait. Donc l'exposition, c'est tellement mal fait, c'est tellement cliché, en fait.
Et puis il y a quelques petites conneries comme l'autre gars le Tarzan qui bute des gens avec des haches alors qu'ils ont des armures. Bon, j'imagine qu'il y aura du sang qui ressortira de partout avec la version longue, mais c'est vrai que ça fait assez cheapos dans le combat. Mais bref, moi personnellement j'ai fait le tour, hein. Moi, j'ai pas fait le tour. Je suis difficile. Petite comparaison à faire. Il y a une scène dans Civil War, quand je parle de chorégraphie d'une scène, il y a une scène dans Civil War qui est banale, mais il y a un plan, je sais pas si tu t'en souviens, j'en avais parlé rapidement, où il y a le plan de rétroviseur, puis après il y a le plan où je sais plus quoi, c'est le couple entre guillemets qui parle, hein, Kristen Dunst et Wagner Moura. Ils sont hors de la voiture et dans la voiture il y a le vieux et la petite. Et ils disent eux, tu vois, on va se travailler avec eux, un truc comme ça. Et puis là, il y a le plan sur eux, et c'est le plan du coffre. En fait, on les voit à travers le coffre qui est ouvert. Et du coup, ça permet qu'on ait une vue sur eux. Comme c'est un plan qu'on sait qui a été travaillé parce qu'il est pas anodin et il touche un peu notre œil, bah vous voyez, Alex Garland, il le fait durer un peu plus longtemps. Tout simplement, quand on a un plan qu'on a travaillé, qui nous a mis plus de temps à effectuer, on le fait durer plus longtemps. C'est la moindre des choses en cinéma. Ou alors on a un enchaînement de beaux plans, mais là c'est normal, si on les enchaîne, mais c'est parce qu'on en a plusieurs. Mais quand on en a un par-ci par-là, avec parcimonie, Alex Garland, il sait très bien qu'il faut les faire durer. Et ce plan-là, justement, il dure un petit peu trop longtemps. Il ne devrait pas durer aussi longtemps. Si ça avait été un plan plus simple, il n'aurait pas duré aussi longtemps. On le sait très bien. Ça, c'est de la logique de cinéma, c'est du cerveau de cinéma. C'est un peu de l'intelligence sociale, mais plutôt technique du cinéma. Et Snyder n'a jamais eu ça. Il faisait autant de beaux plans qu'il voulait, mais ces beaux plans, il ne savait pas forcément les faire figurer. Quand il faisait des beaux plans, c'était parmi les autres plans. Vous voyez, il les faisait pas ressortir. Et cet exemple aussi, je peux le trouver dans Rebel Moon 2, dans le fait qu'il n'y a pas forcément de beaux plans. Le plan que tu as mis sur Twitter, là, où ils s'embrassent, là, avec la pleine lune. Ouais, avec le bleu, bleu-violet, excusez-moi, qui ressort, qui dure peut-être un peu, mais pas suffisamment longtemps encore. Enfin, ça va. Mais les plans ne durent pas suffisamment dans Rebel Moon. S'il y a un travail, on ne peut pas réellement le ressentir parce qu'il veut pas nous mettre la patate dans ses plans, ou du moins nous les imposer et nous montrer ça c'est du travail. Vous voyez, un réalisateur, quand il choisit la durée de son plan, quand il fait un découpage, c'est un peu comme s'il nous imposait quelque chose, et c'est un peu comme si il nous parlait. C'est ça la magie du découpage. Le seul plan qui dure dans Rebel Moon, c'est le plan où tu as le fusil, l'espèce de gros canon du vaisseau qui monte, et tu vois, il a attaché la caméra dessus, entre guillemets, mais ça, c'est de l'effet spécial après. Enfin, peut-être pas 100%. Et du coup, le canon se lève tranquillement, tout doucement, puis après, il va tirer, tu vois. Je sais pas si tu t'en souviens. Du coup, c'est un truc qui est chiant, en fait. Et le plan n'est pas très beau parce qu'on voit un canon sur la moitié du cadre, et l'environnement, on le voit un peu, mais c'est caché par le gros canon. Donc ça, c'est un plan qui dure pour nous montrer la mécanique de son vaisseau, mais il est chiant. Et il est pas beau. Donc il n'est pas censé faire durer un plan là. Un plan comme ça, il doit l'entrecouper d'autres plans, d'autres petites séquences. Tu vois, ça montre, ça c'est un exemple tout bête qui montre bien qu'il ne sait pas découper une scène ou un film globalement, même s'il l'a déjà fait de manière exquise, de manière brillante dans BVS ou même dans Man of Steel, mais il était bien plus encadré. Il avait un scénario bien plus. Voilà. Je pense que le temps était plus long peut-être, et Netflix n'était pas derrière, etc. Mais là, il a perdu ses moyens. Mais globalement, ça n'a pas été sa qualité première de savoir découper de manière harmonieuse. En fait, c'est l'harmonie, tout simplement. Les beaux plans durent plus longtemps. On les fait remarquer aux spectateurs. Sinon, bah voilà, on avait parlé de l'aspect sociologique sur ouais, certaines personnes qui crevaient avant d'autres. Les rayons laser qui en faisaient trop. Tu vois, qui sortent des cadres un peu à droite à gauche, là, comme s'il y avait des tirs un peu partout. Ça faisait vraiment un peu cheap. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais dans le combat final, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il force un peu beaucoup. Et ce que je voudrais ajouter, c'est la fin sur la sociologie d'avoir, tu vois, tu avais les 2 asiatiques qui étaient de leur côté, tu as vu? Et les 2 blancs de l'autre. Tu vois, avec la blonde et le petit frère entre guillemets «blond» qui sont comme des jumeaux. Et puis l'asiatique qui venait de se faire tuer avec l'autre asiatique à droite. Tu te rappelles? Ça m'a tué de rire, quoi. Je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que nous fait Zack Snyder?» Tu vois? Il Parce qu'en fait, entre guillemets, les blancs sont les plus proches dans la société occidentale des asiatiques, parce qu'ils sont calmes, et cetera. Donc on les met en général ensemble, mais vous verrez dans les films, on va jamais mettre un arabe avec une blanche. En revanche, un noir avec une blanche, on va le faire. Ça, c'est de la sociologie commerciale, on le voit toujours dans les publicités. Vous voyez, les arabes n'ont pas forcément le vent en poupe. Ça, c'est aucune critique, c'est de l'objectivité. C'est juste pour vous dire que ça, ce sont des choix forts faits par Netflix, et je le vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La blanche sera toujours avec quelqu'un de couleur ou autre, parce que c'est à la mode, hein, c'est pas un problème. Là où l'arabe, non, tu vois, on va renier certaines personnes. Et l'asiatique sera toujours assimilé au blanc. Tu vois, là, la blanche
et le petit gamin blanc qui pleure, je sais pas comment, l'asiatique, comme si c'était sa daronne, tu vois. Ça fait que moi, ça me sort du truc parce que je ressens la portée économique derrière ça. Je sais très bien ce qu'ils cherchent à faire, et c'est très bien ce qu'ils font globalement. Et surtout, ça me sort du truc parce que je me dis, mais attends, mais pourquoi il pleure cette personne qui est inconnue en soi, qui vient d'arriver, tu vois. Mais après, il y a l'aspect touchant du scénario, mais le scénario n'a jamais été développé, excusez-moi les gars. De oui, il pleure, c'est un enfant bien éduqué, le village est comme ça, on est convivial, etc. Mais excusez-moi, le film n'est pas écrit. Le film, on parle pas d'un grand film, les gars. Je peux me permettre de dire que ça ne m'a pas touché. Puis globalement, tu penses quoi des villageois de... et du robot de Rebel Moon? T'avais dit quoi sur le robot? Sous-exploité parce qu'il se fait exploser à la fin, non, il me semble. Ok. Et t'as parlé du fameux moment où Jimonosu chante en, je sais pas, l'Angola, je sais pas. À quoi ça servait? C'est vrai qu'il pleurait un peu à la fin, mais à quoi ça servait? Ah, vous voyez, ça arrive là un peu comme ça, non? En mode, il s'est attaché à ses villageois maintenant qu'il les a. Non, c'est trop parodique. Le moment de paix avant la guerre. C'est trop parodique. Et puis déjà le pitch de base de. En vrai, ce film-là, si tu le prends en logique Star Wars, ce film-là, c'est l'empereur qui envoie Dark Vador piller un village de merde dans une planète avec 200 villageois, juste pour prendre de la farine. Même pas des cristaux Kyber de sabre laser ou de l'épice de Dune, tu vois. C'est pour de la farine qu'ils pourraient trouver dans n'importe quelle planète. De base, l'idée. Ah bah Dune 2, tiens. Dis-toi, c'est un vaisseau niveau Dark Vador, ce truc-là. Et ils se font démonter par ça, quoi. C'est. Le scénario, les rebelles dans Star Wars, je veux bien, parce que dans les rebelles, t'as les meilleurs de leur profession et t'as des profils à la. T'as des Jedi dedans, t'as des rapports très personnels entre les personnages. Là, on s'en fout. Là, ça fait trop surréaliste de base le pitch, quoi. Donc, de ces villageois qui arrivent à se démerder comme ça trop surréaliste et ça prend le méchant un peu comme pour un con, un peu pour un nulos. Donc, bref. Non, moi je suis ok. Vous voyez, on va peut-être conclure là-dessus. Il y avait un beau plan qui durait. Je me corrige. Il y en a un, c'est celui du coup de la mort du perso de Hunting of Hill House, le perso masculin principal. Et j'avais noté sur mon téléphone avant même que se produise cette action, mais je pense que tu t'en doutais également. Je vais pas me faire passer pour je ne sais qui. J'avais noté et le grand blanc sauvera sauvera la femme forte à la fin, alors que la femme forte était censée se sauver elle-même, tu vois, parce que c'est ce qu'on veut en 2024. Voilà. Et en plus, j'ai dit ça. Ça, j'ai envisagé. Et je l'ai envisagé, mais j'ai surtout envisagé qu'après, il mourra, bien entendu. Ça, je sais pas si tu l'as envisagé aussi. Je t'en doutais. Voilà. Et oui, je voulais parler de la structure du point final qui était un peu moche, quoi. La chute comme ça. Mais après, ça change. Pourquoi Moi, pas. j'aime bien. Là, il a fait des bons ralentis dans ce combat. Ça change, oui. Ça change, déjà, ça change d'un combat de sabre laser à la Star Wars. Ça change dans un Tu aspect. vois. Mais j'avais plutôt aimé Après, le combat du premier. Le combat final du premier. Ouais, sur le était port, pas dégueu non plus, tu vois. Pour dire, hein, c'est pas dégueu dans la technique, etc. Il y a encore des petits restes de Snyder, de ce qu'on a pu aimer de chez Snyder, mais je pense que c'est terminé. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose, je sais pas comment, puis rien à ajouter. Bon. May they find their peace, ou may they find their place. C'est la fin du film, ça. En espérant qu'ils trouveront un endroit. Espérons que Snyder trouvera un endroit pour nous refaire savourer des moments de combat et d'histoire. d'histoire. C'est triste. Ouais. Après, allez le voir, allez le voir si Bah, c'est sur Netflix, c'est gratos. Si vous avez besoin de passer un bon moment avec de la musique, de vous si vous voulez vous taper une grosse série B de 4 heures, plein d'action, d'adrénaline, qui mélange un peu tous les genres de comic book un peu pulp, SF, aventure, etc. Vous pouvez passer un très bon moment, mais il faudra oublier l'aspect personnage, le scénario. Faudra oublier l'originalité du scénario, l'originalité de l'univers qui est beaucoup trop bâtard, qui a beaucoup trop de problèmes et beaucoup trop de détails qui surplombent le tout, en fait. Des personnages complètement absents en termes de développement, dont les 3 quarts sont interprétés par des acteurs qui ne dégagent rien en termes de charisme.
un scénario qui est insipide, qui a des dialogues clichés, des situations, gênantes et un rythme extrêmement, extrêmement bâtard également. On peut s'ennuyer dans la ferme et ensuite partir sur une exposition très mal écrite. Mais néanmoins, même si en deçà de la qualité, précédente des œuvres de Snyder, on retrouve quand même un film qui est au moins travaillé visuellement, en termes d'effets spéciaux, en termes de visuel, même si on aime ou on n'aime pas. Comme on a dit, c'est une photo que les gens n'aimeraient pas forcément non plus. Donc une photo qu'on aime, on n'aime pas, des visuels qu'on aime, on n'aime pas. Un univers qu'on aime ou on n'aime pas en termes de DA, d'action, d'explosion, de musique, de sound design. Ça peut être très, très explosif, ça peut être un peu à la Michael Bay, ça peut être très, très irritant pour certains. Pour d'autres, ça peut être un moment de kiff. Donc vraiment, si vous voulez voir la grosse série B débile, un peu décérébrée, c'est très bien, mais si vous vous attendez vraiment à voir un Snyder qui revient un peu à son ère, Watchmen, BVS, avec des thématiques complexes, de parler d'un empire, d'un monde de SF avec des personnages qui ont des traumas, et cetera. Quelque chose d'intéressant thématiquement parlant, avec quelque chose de plutôt neuf dans ce qu'il nous proposerait en termes de lore. Et malheureusement, c'est pas ici qu'il faudra le voir. Alors que, donc, et c'est là qu'il faudra canaliser Snyder et que Snyder devra. Que je pense qu'on a Ouais. atteint, on a atteint le fond du fond de Snyder. Entre Oui, oui, là, c'est de l'autoparodie. l'enchaînement Army of the Dead, Rebel Moon 1 et 2, pour moi, c'est la déchéance totale qui fait qu'il ne peut que remonter pour la suite. Et C'est j'espère un peu vraiment, comme des qu'il va avoir ce coup de massue qui va le ramener de nouveau, quoi. Parce que, grands réalisateurs qui se sont parodiés comme ça. oui, Là, c'est Sergio Leone, mais il y en a eu d'autres avant. oui, oui, on a eu. Ridley Scott, on va pas parler de Ridley Scott. Ah, après, C'est une catastrophe, hein. Regardez les derniers Aliens. Ridley Scott, tu sais, c'est l'incarnation du gars qui juste s'en fout. Là où Snyder, Oui, Snyder, c'est un peu comme Michael Bay. C'est le gars, il est en mode, ça c'est cool, hein, tu vois. Ça c'est stylé, ah ça c'est trop bien. Oh, cette lentille-là, ça va pas, c'est trop cool, tu vois. C'est son état d'esprit, tu vois. Michael Bay, c'est un peu pareil aussi, tu vois. Après, Michael Bay, il s'est jamais détruit, mais bon, ça, Ouais. c'est quand Après, même un peu moins intéressant. Michael Bay, il a toujours été moins régulier que Snyder, je trouve. Snyder, en vrai, je trouve, il a jamais fait de merde, tu vois. Là, il a chuté quand même. Je trouve en fait, de Dawn of the Dead à Zack Snyder Justice League, je trouve qu'il a toujours fait des films qui étaient au moins bons. Tu vois, j'aime tous les films qu'il a fait de ces films-là, quoi. Ouais. Et à partir de Army of the Dead, à partir de Netflix, il a fait que des divertissements bébêtes qu'on peut considérer comme mauvais. Certains peuvent les voir comme des merdes, et puis moi je les vois comme des semi-nanars, semi-divertissements un peu bourrins que je peux pas considérer comme bien, quoi, juste comme moyen, quoi. C'est avec la gentillesse que j'ai par rapport à mon amour pour son cinéma, quoi. Donc, je veux dire que c'est moyen, mais c'est décevant et il faut une remontada, comme on dit. Donc, voilà, on va terminer sur ça. Une question pour terminer. Ouais. Est-ce que tu penses que ce niveau, il est vraiment dû au fait qu'il soit pas encadré, parce que ça veut dire que ce qui lui a valu quand même le succès de ses anciens films, succès moyen mitigé, parce qu'il a jamais eu d'énorme succès sur tous ses films, bien entendu. Est-ce qu'il a toujours eu cette compétence, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'être encadré qui l'a sauvé? Parce que là, oui, il a des compétences, mais entre guillemets, ça ne sauve pas son film. Ouais. Donc, il a vraiment été encadré sur tous ses films, si ce n'est 300, si ce n'est Sucker Punch, qui sont vraiment des films propres à lui. Mais il avait quand même été encadré par les studios. Pour moi, il est encadré par les studios et encadré par le support, genre. Parce que avec Dawn of the Dead, il fait un remake. Donc il réinvente le remake et c'est son premier film, donc il a un budget moyen. Du coup, il y a quand même des cadres qui fait qu'il a fait un film qui était bon dans le budget qu'il avait, qui était préétabli. 300, il adapte un comics. Et là aussi, c'était son. Et là aussi, c'était un deuxième. Après, il reprend un comics, donc il a un support qu'il adapte. Il n'a pas allé plus loin. Et il faisait quand même les plans du comics aussi. Ouais. Bon, il a fait un copier-coller dans 300. Comme Watchmen, pareil. C'est vraiment Sucker Punch, en fait. Sucker Punch, un peu prototype. Faut que tu vois le film pour toi, mais pour moi, c'était vraiment l'anomalie sur Sucker Punch. C'est que c'est zombies nazis, donc, vous voyez, en termes d'idées, ça se rapproche déjà du mélange bizarre que peut faire, des mélanges étranges que peut faire Rebel Oui, t'as des samouraïs géants robots, t'as plein des robots nazis, des zombies. C'est déjà aussi loufoque, aussi. Mais ça peut être un gars. Mais au moins, il y a une explication dans Sucker Punch. Il y a un fond, tu vois. Il y a un fond, tu vois. C'est genre son film le plus féministe. Dans un sens. Tu vois, donc, et puis DC, il y a eu énormément de cadres chez DC, énormément de contraintes chez DC, que Warner lui a posé parce qu'il voulait qu'il fasse son univers à la base. Il avait fait quoi d'autre? En fait, pour moi, les anomalies, c'est un peu le royaume de Gaoul et Sucker Punch, en fait. Où là, il avait vraiment une liberté assez folle, parce que c'était des histoires complètement originales. Mais c'était pour des studios de cinéma, donc je pense qu'il avait des contraintes, et que peut-être sans ces contraintes, les films auraient été beaucoup moins consistants, tu vois. Là où dans Rebel Moon, en plus d'avoir perdu sa fille, de passer sur un nouveau studio qui lui laisse carte blanche, du fait qu'il ait changé son style depuis que Nolan avait écrit Man of Steel pour lui,
Je pense qu'il y a toute une évolution qui fait que Snyder, il s'est trop relâché et reposé sur ses lauriers. Peut-être même le fait qu'il sache qu'il a une fanbase derrière lui à cause du Snyder Cut aussi. Qu'il y ait des gens derrière lui qui va toujours le soutenir, une espèce un culte qui va toujours être derrière lui, qui va toujours aimer ses films par défaut en fait. Donc je pense qu'il y a plein de contextes, de contextualisation qui fait que on a le résultat qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc pour moi, l'idéal, c'est qu'il se fasse dégager de Netflix Voilà, c'était prévisible. pour se retrouver dans un nouveau studio, peut-être Universal comme Nolan, parce que Nolan, après que Nolan se soit barré de Warner pour Oppenheimer, donc peut-être un Universal. Quand il donne un budget plus petit et qu'il propose une histoire plus consistante avec un vrai scénariste et où il sait où est sa place dans le processus créatif du film. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. On espère cet espoir-là. C'était ça avec Man of Steel, hein, c'est l'espoir. Donc voilà, donc Rebel Moon, ça finit sur cela. Donc très déçu de Snyder, mais j'espère que tout cela va se rétablir avec les nouvelles directives que Netflix vont prendre pour leur plateforme et l'avenir futur du virage que prendra Snyder. Hein. C'est étrange. Ouais, déjà, je sais qu'il veut faire un film sur des photographes durant une guerre. Il veut faire un film centré sur ça. Pourquoi pas faire ce film-là après pour un film de studio, un film pas trop cher. Et il veut aussi. Babylone, vous voyez, Damien Chazelle, c'est aussi un exemple similaire dans le sens où il doit se relancer depuis un échec. Lui, c'est un échec bien pire, c'est cinématographique. Ouais. Donc là, il sait qu'il y a plus de studios qui vont lui donner beaucoup d'argent et prendre un risque. Ouais. Après, de toute manière, il y a cette panne, ce trou noir pour les réalisateurs de moyen budget. Mais là, c'est pire pour Damien Chazelle qui a eu un gros échec récemment. Donc, il a se relancer d'abord avec de la production, c'est ça, puis après faire un film moyen, plus petit budget. Ouais. Et puis après, peut-être qu'ils vont le garder parce qu'il y a Army of the Dead qui continue. Il veut toujours faire sa suite à Army of the Dead. Et Army of the Dead, pour le coup, avait marché à l'époque. Il était dans le top 10 des films les plus vus de Netflix. Lui, il veut faire un film Planet of the Dead. Donc, en gros, il veut faire la planète des singes de façon zombie, en fait. Où t'as les zombies qui envahissent la planète. Donc, encore un gros délire un peu bourrin, un peu Z. Après, ça correspondra un peu plus au genre zombie, tu me diras. Mais je sais pas si je veux voir ça aussi, tu vois. Surtout qu'il avait dit que Rebel Moon et Army of the Dead étaient liés. C'était un peu dans le même univers parce qu'il y avait un truc qui les connectait. Mais bref, là aussi, à Army of the Dead, il y avait des trucs bizarres, il y avait des robots qui popaient, des indices comme quoi il y aurait des aliens. Là aussi, on s'écartait du sujet, quoi, comme Rebel Moon, quoi, on s'écartait des genres. Donc bref, on arrête ce délire-là. Et là, j'imagine Netflix qui va le virer et tout le monde qui va faire des hashtags restore de Snyderverse encore, je vais faire non. Il faut repartir sur des bonnes bases. On repart sur des bonnes bases, tu vois. Le débat X, c'est plus pour moi. Ouais, on repart sur des bonnes bases, tu vois. Donc pour moi, il faut juste tout recommencer. Je sais qu'il veut faire un film sur Alexandre le Grand, un film un peu porn, un peu porn façon / film antique sur Alexandre le Grand qui a une relation amoureuse avec son écuyer, je crois, homosexuel. Pourquoi pas? Tu as fait des films plus petits, fais des films à plus petite échelle et on verra ce que ça donne. C'est plus Snyder, c'est plus ce qu'on connaît. C'est-à-dire le sexe en vrai il traite, hein, tu vois. Non, mais oui, mais quand même là. Après, qu'il s'éloigne un petit peu, tu vois, qu'il fasse d'autres trucs, je sais pas, mais bref. On a beaucoup tergiversé. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. Ma question serait, est-ce qu'il manque pas un background à Zack Snyder et donc cela se reflète-t-il pas sur Rebel Moon? Parce qu'il a sa fille quand même. Il a un background avec sa fille. Donc pourquoi cela ne se reflète pas sur ses films? Ça, c'est la question. D'ailleurs, c'est son fils qui est le réalisateur de seconde équipe de ce film-là. Voilà. Ok. Oui, non, mais c'est un mec qui se focalise sur certaines choses, pas l'histoire. De toute façon, c'est des films très perso, parce que c'est sa femme qui produit tous ces films aussi. Il y a son fils qui réalise une partie de celui-là, etc. Donc, Netflix aussi réalise ce film. il travaille avec les mêmes personnes souvent. Mais oui, c'est une question. C'est une question. Vraiment, je pose ça là comme ça. Et il faut quand même le dire, le scénario, cette histoire a toujours été quand même majeure, prépondérante. Et je pense qu'il ne le sait pas encore. Il va l'apprendre, malheureusement. Merci à tous d'avoir vu cette longue vidéo. En tout cas, j'espère au moins sous forme de podcast et bien écrire cela. J'espère que vous avez bien aimé notre coup de gueule et en tout cas, on se retrouve peut-être pour des critiques plus positives, plus encourageantes. Et en tout cas, merci à vous encore. C'était Juju et Seb et ciao. Ciao, bisous.